Il est 13h30, Madame, Monsieur, bienvenue à cette édition du journal. Clôture hier à Kinshasa du premier séminaire atelier sur la transformation des associations culturelles en entreprises culturelles créatives. Les séminaristes s'engagent à faire de la culture un levier de développement. Jour J-5 pour les dépôts des candidatures aux élections provinciales. Les membres du bureau de la Commission électorale nationale indépendante ont fait une descente dans 2 bureaux de réception et traitement des candidatures. L'objectif, se rendre compte du déroulement de ces opérations. Expulsion des étrangers en situation irrégulière au Congo-Brazzaville. L'opération a repris en RDC. Les autorités activent la voie diplomatique pour prévenir les dérapages dénoncés lors de la précédente opération. Bienvenue à tous. Mbaté Amokolo est de retour. C'est l'heure de gros ennuis pour les étrangers en situation irrégulière et ceux de la République démocratique du Congo semblent être majoritaires dans le souci de voir cette opération se dérouler dans des conditions humaines et acceptables. Le vice-ministre en charge des Congolais de l'étranger de la République démocratique du Congo a reçu l'ambassadeur du Congo-Brazzaville pour discuter de la question. Il aurait été mieux qu'ils nous contactent pour nous dire, voilà, chers voisins, il y a certains de vos enfants qui sont chez nous, qui ne sont pas en règle, nous voulons les rapatrier. Et nous allons prendre, nous, le gouvernement du Congo-Kinshasa, les mesures pour mieux le recevoir. Du côté de Kinshasa, il n'y a aucun problème. Je ne pense pas qu'il y en ait du côté de Brazzaville, mais les faits sont là, les faits sont têtus. Nous apprenons que certains de nos compatriotes, surtout dans la ville de Pointe-Noire et de Dolisie aussi, sont sujets à des maltraitances. Bon, nous allons convoquer l'ambassadeur du Congo-Brazzaville ici à Kinshasa pour leur faire part de nos préoccupations. Mais nous gardons l'espoir que tout va s'arranger et nous espérons que tout finira par s'arranger. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, le mieux c'est de nous contacter, le gouvernement de la République, nous contacter pour nous dire voilà, nous voulons mener telle politique, il y a certains de vos compatriotes qui sont dans le cas et nous allons prendre des dispositions utiles. Vous le savez, l'opération avait fait des morts il y a quelques mois, occasionnant des sans-abri. La méthodologie utilisée par les autorités brazzavillaises avait été très critiquée par la communauté tant nationale qu'internationale et à cet effet, une commission réunissant les experts des 2 capitales avait été mise sur pied pour discuter de la question. Ces questions diplomatiques n'ont pas empêché le Premier ministre Augustin Matata Ponyo d'organiser mardi la cérémonie de vernissage de la revue congolaise de politique économique. La vulnérabilité économique et la résilience sont les 2 concepts clés qui caractérisent cet ouvrage. La cérémonie a eu lieu devant un parterre d'invités réunis au jardin des premiers. Que ces volumes servent à la réflexion de notre pays, puissent les rêves de l'émergence portés par nos héros nationaux puissent se matérialiser à travers la contribution de la recherche et de la réflexion de ceux qui sont appelés à gérer la chose publique. Puisse la revue économique survivre à tous les occupants de la primature. Le jardin du Premier ministre a été le cadre choisi pour le vernissage de la revue congolaise de politique économique. Une relance de l'esprit scientifique dans le pays avec des réflexions sur les grandes décisions de la politique économique. Œuvre matérialisée par l'ensemble des experts de la primature. Cette revue se veut une plateforme de réflexion qui va offrir aux décideurs politiques, aux chercheurs, aux corps associatifs, aux partenaires au développement, un creuset pour pouvoir non seulement porter une réflexion critique en termes de différents articles que nous allons certainement attendre de tout le monde. Cette revue pluridisciplinaire et non partisane consacre sa première sortie à la vulnérabilité économique et résilience pour les pays en voie de développement, cas de la République démocratique du Congo. Mais aussi vous offrir l'opportunité de porter un regard critique sur les réflexions qui sont portées par les experts du gouvernement. Revue congolaise de politique économique, une renaissance de l'esprit de vie animée par la recherche. Je vous convie à présent à suivre des réactions de quelques participants.
Moi, je viens de l'intérieur. J'ai reçu il y a 4-5 jours son invitation. J'ai dit bon, je réponds pour l'encourager, qu'il continue. Hein, et que tout le monde, personne n'est parfait dans ce pays. Mais au moins quelqu'un qui montre la volonté d'arranger son pays. Je suis là, donc pour moi c'est une bonne initiative. Et les scientifiques, puisqu'on est ouvert maintenant, il faut toujours éviter de dire oui, oui, oui partout. Quand vous regardez le thème qui est abordé, la vulnérabilité et la résilience économique en République démocratique du Congo, vous devez vous dire qu'effectivement, il y a lieu de parler de résilience en ce qui concerne l'économie congolaise. Rien qu'à suivre les statistiques, vous avez remarqué que malgré la crise économique internationale, la RDC a résisté. On a aussi besoin d'un pays comme le Congo, une réflexion scientifique et théorique sur l'économie. Et je pense qu'on a faire la relance économique de ces grands pays par deux voies. L'une, c'est le voie pratique avec des initiatives concrètes, mais aussi il faut accompagner cette initiative par une réflexion scientifique. Autre chose, l'augmentation du budget alloué à la culture et aux arts, la restitution du palais du peuple aux hommes de culture font partie des résolutions du premier atelier séminaire sur la transformation des associations culturelles en entreprises culturelles créatives. Le ministère du tutelle qui a organisé ces travaux a salué la qualité des recommandations assorties des assises. Guilain Kabaloun et Christian Momba pour le reportage. La remise de ce brevet sanctionne ce prix en entreprise culturelle créative. Durant 3 jours, 53 participants au total ont été outillés sur la gestion des entreprises culturelles et la mise en place des stratégies en vue de parvenir au changement du régime juridique actuel. Ces travaux ont été assortis de nombreuses recommandations, dont celle-ci. L'augmentation du budget du ministère de la Culture et des Arts, afin qu'il soit en mesure de répondre aux besoins de la culture. La ratification de la charte de la renaissance culturelle africaine, la restitution du palais du peuple aux hommes et femmes de la culture, afin qu'ils deviennent le palais de la culture. La restitution du palais du peuple aux hommes des cultures, cette résolution n'est-elle pas démesurée? Autrefois, il y avait une grande salle, là on a construit le stade, ce qui s'appelait le Cultrana. Il y avait une grande salle pour les artistes. Elle a été rasée, on a construit le stade. Et si les artistes disent qu'on nous donne le palais du peuple, en réalité ils veulent dire construisez le nouveau Cultrana pour nous, quoi. C'est ce que ça veut dire. C'est pas nécessairement qu'on déloge les deux chambres du Parlement qui sont là. C'est ce que je comprends, quoi. Du côté du gouvernement, ces résolutions sont bien accueillies et pourront même faire l'objet d'une feuille de route. Pour le gouvernement de la République que je représente, ces résolutions importantes, pertinentes qui ont été prises feront désormais une partie de sa feuille de route. J'en ferai rapport à qui de droit, parce que pour moi, on l'a dit, la culture, c'est un élément essentiel, non seulement pour le développement, mais surtout pour la cohésion nationale. Organisé par le ministère de la Culture et des Arts en réponse à une résolution des Nations Unies pour faire de la culture un des piliers des développements, ces travaux ont le mérite d'avoir mis en place un comité de suivi des résolutions prises. Ce premier séminaire atelier de la culture a mobilisé femmes et hommes de la culture. L'engouement était perceptible et les participants nous les ont fait savoir au micro de Christian Mwamba et Guilain Kabalondi. Il était plus que temps qu'il y ait un déclic pour pouvoir comprendre que pour que que la culture devienne un vrai vecteur de développement selon la résolution des Nations Unies, il fallait qu'il y ait un déclic. Et heureusement, le déclic a eu lieu et je reste optimiste que nous allons réellement faire de notre culture un vecteur de développement. C'est une réussite totale parce qu'avant ce séminaire, personne ne pouvait s'imaginer qu'on pouvait organiser une rencontre aussi d'une haute facture comme les autorités l'ont reconnu. Ce qui est important, c'est qu'on nous a montré comment il faut gérer une entreprise et qu'est-ce qu'une entreprise doit à l'État. Maintenant qu'on le sait, les gens vont rentrer
chacun dans sa structure, voir ce qu'il est capable de faire. Je pense que ce tout premier séminaire est tombé vraiment à point nommé. Et donc voilà, vu les différentes interventions avec les experts qui se sont relayés durant ces 3 jours, je pense que ils ont suffisamment renforcé nos capacités. 7 ans après la signature du contrat entre la RDC et un consortium d'entreprises chinoises, les retombées se font sentir à travers la SICOMINE, qui est justement la contrepartie de l'exploitation minière par les entreprises chinoises. Au cours de la mission du 16 mai dernier, les diplomates occidentaux ont eu à se rendre compte de l'investissement de cette entreprise basée dans le Katanga. 7 ans après la signature du contrat entre la RDC et un consortium d'entreprises chinoises, la SICOMINE, qui est une contrepartie de l'exploitation minière pour les entreprises chinoises, s'emploie à formaliser ces contrats. Pour ce faire, le Bureau de coordination et du suivi du programme sino-congolais a organisé ces voyages d'information à Kolwezi, dans les Katanga. L'image de tout ce que nous venons de voir ici sur ce site, tant au niveau de l'exploitation des minerais, ainsi au niveau de la gestion humaine. Et nous sommes très heureux d'être reçus ici pour montrer à toute la nation qu'il y a des choses positives qui se font en République démocratique du Congo. Un voyage organisé à l'intention notamment des ambassadeurs des États-Unis d'Amérique, de l'Union européenne, ainsi que les représentants résidents de la Banque mondiale, du FMI et du PNUD. Objectif, éclairer la lanterne de tous les prêts chinois. C'était une visite très intéressante qui m'a permis de constater un peu les réalisations. Parce que lorsqu'on fait le lien avec les objectifs de la Banque mondiale qui sont la lutte contre la pauvreté, l'essentiel c'est la création de richesses. Et donc ce que nous avons vu ici, c'est justement une contribution à la création de richesses, ce qui permettra justement à la population congolaise de trouver de l'emploi, d'augmenter leurs revenus. Une mission qui a permis aux diplomates occidentaux de se rendre compte des investissements de la SICOMINE, aussi bien sur le plan de l'exploitation que sur l'impact social. Nous sommes exactement à 5 jours de la fin de l'opération de réception et traitement des candidatures pour les provinciales. Et à cet effet, les membres du bureau de la Commission électorale nationale indépendante ont fait une descente lundi dans les BRTC de Lemba Nsele, qui sont se rendre compte de l'évolution de cette opération. Nous sommes à une semaine de la fin de l'opération de réception et traitement des candidatures pour les provinciales. C'est le moment choisi par le bureau de la Commission électorale nationale indépendante pour se rendre compte de son évolution. Une descente a conduit les membres du bureau de la centrale électorale à Lansele puis à Lemba. Après cette ronde, les statistiques dans leur ensemble renseignent pour Kinshasa 3115 formulaires retirés, pour jusqu'ici 1108 notes de perception, tout ceci pour 44 sièges. Pour la ville de Kinshasa, plus ou moins 3115 formulaires retirés, 1108 notes de perception récupérées au niveau de DGRAD, ce qui signifie ceux qui sont en formalité pour payer auprès des banques. Des fois, les gens parlent d'engouement, mais nous vous disons que Kinshasa n'a que 44 sièges. Faites un peu les proportions. Ça vous donne l'idée. Et quand on ajoute à cela le fait que nos frères ont cette culture de dernière minute, nous espérons que la fin de la semaine nous donnera l'idée fixe des nombres de candidats qui ont réellement déposé. Dans les soucis de crédibiliser et démocratiser le processus en accordant la chance à tout le monde, et sur demande des acteurs politiques, candidats, la Commission électorale nationale indépendante avait prolongé cette opération. Nous en tenons à la loi qui veut qu'on postule que dans la circonscription qui constitue son fief électoral. C'est pour cela que nous avions prolongé, pas par le besoin de prolonger pour le plaisir de prolonger, mais parce que nous tenons à ce que, contrairement à 2011, que les gens postulent dans leur circonscription. Deuxièmement, il ne nous reste qu'une semaine, c'est-à-dire le 25, à 16h30, peut prétendre celui qui aura eu les jetons au moment de fermeture des bureaux. Pour les moindres détails, la CENI promet des échanges avec la presse.
Les femmes sont, elles, appelées à s'impliquer dans ces processus. L'optique se justifie par le lancement mardi de la campagne de mobilisation et des formations des femmes potentielles candidates aux élections provinciales et locales. Dorcas Mbouyi et Yannick Mata. Dans ce forum au cours duquel ont participé Madame le questeur de la CENI, les femmes politiques, les mandataires, les femmes de la société civile ainsi que d'autres partenaires, l'important était centré sur la participation des femmes congolaises à la gestion de la chose publique. Pour ce faire, il nécessite des stratégies pour renforcer le leadership chez la femme, surtout au niveau de la base. On ne fait pas une révolution comme la guerre, n'est-ce pas? Mais on veut que les cris de la femme soient entendus. Mais nous allons le faire comment? Ce sont des stratégies. Les élections qui pointent à l'horizon, notamment les élections locales et provinciales, sont des élections très importantes. D'autant plus qu'elles touchent la gestion de la cité à la base. Pour sa part, le conseiller du PNUD, M. Olivier Chibola, explique que le quota des femmes aux institutions de la République est insignifiant. Il appelle à la mobilisation. La représentation paritaire des femmes et des hommes à la vie politique est un des fondements de la démocratie. Sa réalisation est non seulement une question de volonté politique générale, mais également une aventure personnelle pour chacune des aspirantes candidates. Alors la question, comment alors donner confiance aux femmes elles-mêmes pour qu'elles croient en leur propre capacité à se lancer dans la politique? C'est cela donc la question fondamentale à cette problématique qui tentera donc de répondre cette journée de sensibilisation. Quant aux représentants adjoints d'ONU Femmes, ils signalent la conformité de l'objectif de ce forum avec leur vision, soit la participation de femmes à la prise de décision. En conformité avec notre mandat au niveau de ONU Femmes, qui vise à renforcer les capacités des femmes leaders politiques pour un meilleur accès aux postes électifs, ceci pour les permettre de jouer un rôle important dans le cadre de la promotion et de la participation effective à la prise de décision. Faisons un tour à la prison centrale de Makala où des mauvaises pratiques auraient élu domicile dans cette maison carcérale. Le constat est des ONG de défense des droits de l'homme. Les visiteurs sont victimes de rançonnements de la part des détenus, une réalité qui s'expliquerait par la pléthore au sein de cette prison. Conscient de la situation, le gouvernement avait pris une série de mesures pour désengorger ces maisons de détention. Des chevaliers de la plume ont été éclairés lors de ce point de presse qui a suivi l'ouverture des états généraux de la justice, au sujet notamment des conditions de détention dans les prisons de la République et la question de pléthore des détenus. Le ministre de la Justice a déploré cette triste réalité et a par la suite annoncé la signature d'une série d'arrêtés pour désengorger les maisons carcérales. J'ai la semaine dernière signé un arrêté par lequel j'ai ordonné la libération conditionnelle de plusieurs centaines de prisonniers à travers la République. C'est dans le but de désengorger les prisons. Du 3 au 6 juin prochain, le chef-lieu de la province du Nord Kivu organise sa deuxième édition du Forum économique. C'est deuxième du genre, réunira plus de 500 investisseurs. Thème retenu, l'amélioration du climat des affaires au Nord Kivu, une opportunité pour la province de vendre son image après la période sombre qu'elle a connue. Patrick Sellois. Les opérateurs économiques du Nord Kivu étaient autour du gouverneur Julien Paluku Selandi au cours d'un dîner d'affaires. Objectif, s'imprégner des préparatifs de la deuxième édition du Forum économique de la province que compte organiser le gouvernement provincial. On a suffisamment parlé des guerres, des Kalachnikov, le Nord Kivu, capitale mondiale du viol. Mais moi j'estime que ce langage-là doit désormais changer. On doit quand même parler du Nord Kivu autrement. Parce que nous sommes un potentiel important pour la République démocratique du Congo. J'ai eu le temps de sillonner presque toutes les provinces, à part l'Équateur. Je n'ai jamais été en Équateur. Mais lorsque je compare les potentialités que nous avons, je crois que le Nord Kivu est sur une bonne piste. Et donc pour nous, j'estime qu'il faudrait qu'on fasse de ce forum une habitude annuelle pour parler des opportunités de la province, pour parler des potentialités de la province, pour voir comment nous pouvons convertir ces potentialités-là. Parce qu'il ne suffit pas d'avoir des richesses, avoir des potentialités, mais nous devons imaginer les mécanismes de conversion de ces potentialités en véritables richesses exploitables.
Pour le vice-président de la FEC Nord Kivu, ce forum sera une bonne opportunité pour les hommes et femmes d'affaires de cette partie de la République de faire connaître leurs services au monde. C'est ce que je peux vous dire. C'est les sincères remerciements au gouverneur des provinces de nous avoir invités ce soir pour nous rappeler qu'au début du mois de juin, nous serons il y a un forum économique qui sera organisé ici dans la province. Absolument oui, puisque ça c'est notre affaire. Puisque vous comprenez vous-même, on parle d'un forum économique et nous sommes les opérateurs économiques, donc nous sommes les concernés en premier lieu. Ils seront plus de 500 investisseurs venus du monde entier qui prendront part à ce forum du 3 au 6 juin prochain. Rapprochons-nous des confrères à travers les lignes. Le président du groupe parlementaire UDPC allié persiste et signe dans Géopolis en disant que le pays ne peut se permettre le luxe d'éviter une discussion en profondeur s'agissant du processus électoral en cours, réagissant sans doute à la position d'une frange de l'opposition qui a décliné l'offre du président Joseph Kabila de dialoguer. L'honorable Badi Banga a expliqué qu'ils sont devant la nation, à savoir l'existence d'un calendrier irréaliste inconstitutionnel, exige que la classe dirigeante se retrouve pour remettre ce calendrier sur les rails, car selon lui, il est important d'arriver à un consensus sur la question électorale. Sauf imprévu, anticipe le phare, la SICOMINE pourra produire son premier lingot de cuivre métallique au cours du mois d'octobre prochain et non en 2017 comme programmé au moment du lancement de la société. Le DG de la société a annoncé cette bonne nouvelle à un groupe d'invités spéciaux triés sur les volets du fait que leur pays ou organisme qui le représente constituent les principaux partenaires au développement de la République démocratique du Congo. Autre sujet d'actualité, c'est la démission de Simon Kayoyo Umbela. Nous en parlons avec Stone Loco. Stone Loco, bienvenue. Merci, Bibi. La démission de Simon Kayoyo Umbela à la tête de la Ninafoot, plusieurs questions se posent en vue de scruter les raisons réelles de cette débâcle. Non, mais écoutez, les raisons réelles, on ne les sait pas jusque maintenant. Donc, nous devons attendre à ce que la FECOFA puisse répondre à la requête que M. Simon Kayoyo a déposée hier au siège de la FECOFA. Parce qu'il faut dire qu'il y a à boire et à manger dans tout ça. Donc, on saura un peu plus si la FECOFA parvenait à répondre à M. Simon Kayoyo, puisque jusqu'ici, lui, il attend à ce que la FECOFA prend acte de sa démission, ou carrément, je ne sais pas si la FECOFA ne voulait pas de sa démission, si il pourra revenir. Rien ne s'est passé pour arriver à cette situation? Non, mais écoutez, vous le savez, notre football a des sérieux problèmes, et surtout les championnats des playoffs. On a vu beaucoup de désordre dans les stades, des violences récurrentes à tout moment. Il y avait un match, il y avait toujours des désordres. Alors le ministre leur avait convoqué, bien avant le ministre même, c'est la FECOFA qui avait d'abord convoqué une réunion où tous les sociétaires, tous les acteurs participant à l'évolution et à l'organisation de ces championnats, ils devaient tous être là, ils sont venus, mais 4 jours après, c'était au tour du ministre de les inviter. Mais il était question qu'on puisse avoir une dérogation de la part du ministre, mais à la va-vite, la Linafoot avait publié un calendrier que le ministère du Sport n'a pas avalisé, et c'est comme ça que le calendrier... N'est-ce pas ça la raison, non, mais écoutez, l'origine même? Non, mais déjà, si vous comprenez, il y a un problème de communication entre la Linafoot et la FECOFA, puisque quand la FECOFA est allée déposer la requête, la Linafoot n'était pas au courant, et c'est comme ça que le calendrier a été publié, et ça lésait le ministère des Sports, et ça a été retiré. Donc au moment où je vous parle, il y a encore un grand flou au niveau de notre football. Pourquoi? Parce qu'il y a la manche retour qui devait se jouer. Alors une autre question, on nous parle des comportements inciviques. Or nous savons que les supporters sont appelés au fair play. Non, mais les supporters sont appelés au fair play, certes, mais il y a les services de sécurité qui sont tout le temps au stade. Pour faire quoi? Le président Kayoyo avait dénoncé tout cela. Il avait parlé des arbitres kamikazes, les arbitres qui viennent pour gâcher les matchs, et il en était conscient, et la FECOFA est au courant de tout ça. C'est un problème d'organisation aussi. Oui, un sérieux problème d'organisation, puisqu'il a dit s'il a démissionné, c'est par convenance personnelle et par un problème de conscience. Il y a des non-dits, convenance personnelle, on comprend. Beaucoup de non-dits à ce sujet-là, donc on attend, ou carrément, M. Kayoyo doit avoir le courage, comme il est parti déposer sa démission seul, mais il doit aussi avoir le courage de convoquer la presse pour essayer de clairer qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il démissionne. Mais certainement qu'il y aura des conséquences par rapport à ces situations, non, ils vont souffrir. Les conséquences sont réelles. Pourquoi? Parce que si M. Kayoyo
partait sans pour autant faire un rapport à son comité. Donc ça veut dire que c'était tous les comités qui doivent partir avec, si tous les comités partaient, qui vont travailler dans ces comités-là de la Linafoot. Donc et ça fait mal. Et si les championnats s'arrêtaient là, je me pose des questions de savoir le 3 et le 9, quand les Léopards vont aller jouer en Belgique face à Burkina Faso et face au Cameroun, ils vont jouer avec quels joueurs locaux? Pourquoi? Parce que nos joueurs locaux ne jouent pas assez de matchs. C'est des joueurs qui ne méritent même pas d'être sélectionnés à l'équipe nationale. Un arrêt brusque qui n'est pas salué par tout le monde. Mais non, mais un arrêt brusque, ça sera bénéfique pour l'SV Club, qui sera sacré champion de la Linafoot pour la 3e fois. Mais ce qui fera mal, c'est quoi? C'est que d'autres équipes pensaient peut-être se rattraper à la Montchalet, mais la dérogation du ministre n'est pas encore arrivée, donc on doit s'y faire. Alors, à quand l'installation du prochain comité? Oh, là, ça reste maintenant la question la question reste à la FECOFA. La question reste à la FECOFA de répondre. Et puis là, c'est pour vous dire, Bibiche, notre sport va de mal en pire. Donc je crois que nous avons même un reportage que Jean-Louis Canida a tourné. Si on peut proposer ça aux téléspectateurs, comme ça ils peuvent avoir leur réponse. Merci bien. C'est à moi de vous remercier, Bibiche. Bien que la phase allait, il y a eu beaucoup de violence. C'est d'après le cas permis quand même de décréter le match de micro seulement à Kinshasa, bien que encore la dernière réunion qui s'est passée à la fédération, il y a eu des troubles par-ci par-là, ça fait un peu souligner ici, mais nous que c'était plus à Kinshasa qu'ailleurs. Le ministre avait conditionné la dérogation par l'acte d'engagement qui était bon signé, mais qui a été violé le dimanche passé à Mbuji-Mayi avec ce que les secrétaires ont fait. Avant d'arriver à la prestation d'une manière générale, je dois d'abord commencer par faire observer au départ que la composition même du comité de gestion de la Linafoot portait des germes de son autodestruction, d'écart d'un certain parachutage de la plupart des dirigeants qui émanaient de la volonté des clubs. Différents clubs qui par consensus sont positionnés des dirigeants qui ne sont pas... Passons à autre chose, on va parler santé. Ils étaient parmi les pays de l'Afrique de l'Ouest frappés par le virus Ebola. Le Libéria, la Sierra Leone, la Guinée-Conakry ont déclaré récemment la fin de cette épidémie dans leurs pays respectifs. Sauf qu'en Guinée-Conakry, les croyances religieuses font croire à un retour imminent de ce virus. Cédric Ebon, notre envoyé spécial depuis le Libéria. Présentement, là, nous sommes pendant la période post-épidémique en ce qui concerne le Libéria. Il y a quand même certaines mesures qui sont encore observées, notamment les mesures hygiéniques. Dans certaines écoles, on a implanté des fontaines d'eau avec du savon, seulement pour permettre aux gens de tout le temps se laver le main. Ça fait partie en tout cas de mesures hygiéniques qui sont pourtant jusqu'ici observées au niveau du Libéria. Après le Libéria, nous sommes rendus en Guinée-Conakry. Là, contrairement au Libéria, en tout cas, le contexte de l'intervention ici est un peu différent parce que ici, la population ne s'est pas encore appropriée de la lutte. Ils sont, si je peux dire, la population est trop hostile, selon les dires du service d'opération de l'Union africaine ici sur place, et aussi à cause de barrières socio-religieuses. Parce que vous savez, ici, en Guinée-Conakry, la population est en majorité musulmane. Alors, il y a des pratiques comme ça qu'ils utilisent qui favorisent la propagation de la fièvre hémorragique Ebola. Notamment le soin attribué aux morts. Il y a des gens qui meurent de la fièvre hémorragique Ebola par leur religion. Les habitants se mettent quand même à nettoyer ces corps-là, ces cadavres, avec tous les risques qu'on y court. Mais quand même, l'avenir semble meilleur. Fin de cette édition du journal, Madame, Messieurs. Merci de rester avec nous.